Le grand dialogue. Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le grand dialogue. L'accès des femmes aux candidatures et postes de responsabilité dans le monde politique au Mali, c'est le thème du grand dialogue de ce soir. Et pour en parler, 4 invités. Nyanya Sen, présidente du Conseil consultatif des femmes. Madame Sidibé Aminata Diallo, ancienne ministre et candidate à la présidentielle de 2007 au téléphone. Issa Kaoudjim, chargé de communication du Haut Conseil islamique. Et Moussa Guindo, magistrat et conseiller technique au ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Je suis Mohamedou Touré. Tout de suite, le débat. Le grand dialogue. 14 femmes députées ont été accueillies à l'Assemblée nationale lors des dernières élections. À la suite des dernières élections, plutôt en 2013, elles représentent donc moins de 10% des élus au Parlement. Et au niveau des collectivités, en 2016, elles ne représentaient que 26%. Pourtant, les femmes représentent 51% de la population malienne. Ainsi, l'accès des femmes aux candidatures et postes de responsabilité dans le monde politique reste un défi à relever au Mali. Nous en discutons au cours de ce grand dialogue. Nyanya Sen, vous êtes présidente du Conseil consultatif des femmes. Quel est le regard de la société malienne sur l'accès des femmes aux postes de responsabilité dans le monde politique ? Dans le monde politique, je peux dire que la vision des femmes, c'est qu'on a décidé que les femmes soient vraiment sur les places décisives et la loi est là vraiment pour prouver que les femmes doivent être là sur les places décisionnelles. Et ce qu'on observe, comme vous l'avez dit, les élections 2016, les femmes ont été vraiment sur les places communales. Elles ont participé, elles ont déjà majoritairement, elles ont pu avoir 27%. Donc le défi est encore là, d'autant plus que la loi prévoit au moins les 30%, qu'on n'a pas encore atteint ces 30%, donc le défi reste encore là. Et sur les plans nominatifs, on a vu que chaque mercredi, il y a des nominations, mais la loi n'est pas vraiment respectée par rapport à ces nominations. D'accord, mais qu'est-ce que la société malienne pense des femmes au niveau des postes de responsabilité ? On pense qu'on a vraiment notre place dans les postes de responsabilité, d'autant plus que... Oui, les femmes pensent ça, mais la société malienne, hommes et femmes, qu'est-ce qu'elles pensent de cela ? Si tu prends la société en général de vie des personnes, ils prouvent comme quoi les femmes et les hommes n'ont pas les mêmes places dans la société. Et nous, on est en train de vraiment de lutter par rapport à ça pour qu'ils puissent vraiment voir notre visage comme quoi on doit se compléter. Les hommes et les femmes doivent se compléter. On a reçu les mêmes éducations. Donc, si on a les mêmes savoirs, on peut vraiment occuper les mêmes places. Alors, Moussa Guindo, vous êtes magistrat et conseiller technique au ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Quel est le regard de la société ? Avez-vous quelque chose à ajouter à ce que Mme Nyanya Sen vient de dire ? Je pense que dans le passé, le regard était déjà sur d'autres angles, en voyant comme si la femme n'était pas prête à gérer la chose publique et comme si la femme avait pour rôle de rester à la maison. Je pense qu'on a quitté ce cadre-là. Le regard est plus moderne. Le regard est plus stratégique et technique pour préparer les femmes, parce que c'est une question de droit. Et nous sommes dans un état de droit. Et les femmes se sont battues. Et je vous dis, de passage, c'était l'apothéose de la loi 052. C'est un combat que les femmes ont mené au niveau des associations, des ONG, pour au moins convaincre tous les Maliens en allant vers cette loi-là. On parlera de cette loi après. Voilà, avec 10 bonnes réponses pour convaincre les gens sur ça. Mais je pense que le regard a un peu décalé. Il faut remettre à César ce capacités. Décalé de combien ? De 1960 à aujourd'hui ? Oui, ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux parce que dans le temps, les choses se faisaient dans l'obscurité. Aujourd'hui, il y a tout le monde qui est impliqué et tout le monde cherche à comprendre. Et même tout ce qu'on a comme politique aujourd'hui, on tente de mettre le jar pour que la chose puisse bouger. Je pense que la promotion de la femme, c'est la montée de l'escalier. On va doucement, sûrement, et convaincre tout le monde sur l'importance même de la gestion de la femme
par rapport à nos postes politiques et à nos postes de responsabilité. D'accord. Madame Sidibé Aminata Diallo, vous êtes ancienne ministre. Également, vous avez été candidate à la présidentielle de 2007. Moussa Guindo pense que la situation a évolué par rapport au regard de la société malienne concernant les femmes qui doivent occuper des postes de responsabilité. Est-ce que vous avez le même constat? J'ai le même constat. D'abord, bonjour à tout le monde sur le plateau. Et vous dire combien c'est un Mali nouveau que nous avons aujourd'hui. Et quand on regarde la situation entre 2007 et maintenant, il y a eu des évolutions et positives. Et je pense que cette loi est venue à son heure. En ce sens que aujourd'hui, quand on regarde les pays alentours... Madame Sidibé, nous parlerons de cette loi, mais vous pensez que moins de 10%, c'est-à-dire 14 femmes à l'Assemblée nationale, 8 femmes dans les 703 communes du pays et moins de 10% qui siègent dans un conseil municipal, vous pensez que c'est une évolution positive? Je pense que toute évolution est bonne à prendre. Vous parlez bien d'évolution. Quand je mesure le chemin que nous avons parcouru depuis la Deuxième République jusqu'à maintenant, je pense que chaque année, nous voyons une augmentation significative du nombre de femmes dans les sphères de décision. Il ne faut pas le nier. Tout progrès est bon pour nous aujourd'hui. Est-ce que vous voyez? Quand je regarde aussi le nombre de femmes qui participent à l'élection suprême qui est à la magistrature suprême, c'est-à-dire l'élection présidentielle, si nous avons souvent une femme depuis 2007, c'est intéressant. C'est intéressant parce que c'est pour la démocratie malienne. Tout cela prouve que au Mali, hommes et femmes peuvent participer à toutes les élections. C'était la seule élection qui nous manquait. Et je crois que désormais, les femmes ont compris, il faudra chaque fois une femme dans cette élection suprême. D'accord. Madame Nyanya Sen pense que le regard de la société malienne, Monsieur Issa Kaoudim, vous êtes chargé de communication du Haut Conseil islamique, c'est que les femmes et les hommes n'ont pas les mêmes rôles. Les femmes ne peuvent pas occuper des postes de responsabilité au même titre que les hommes. Pourquoi? Comment expliquez-vous ce regard de la société malienne? Merci. Merci, Sidio Tamani. Je pense qu'il faut relativiser et puis mettre un bémol dans cette approche. Nous comprenons. Vous savez qu'il faut d'abord avoir une approche culturelle de nos sociétés. La femme n'est jamais en marge des décisions. Seulement, c'est la méthode, l'évolution, comme disait l'autre, la modernisation qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes forcément dans un ensemble où femmes, hommes peuvent avoir souvent les mêmes parcours académiques. Et donc, à compétences égales, responsabilité, il n'y a pas de discrimination dans notre pays. Je pense que ça, ce n'est pas la lutte des féministes, c'est un acquis. Maintenant, ce qui consiste à vouloir valoriser l'approche occidentale que je reproche à ces féministes-là, c'est de vouloir croire que, bon, ce qui se fait en Occident, soit se faire chez nous. Moi, je ne vois pas le combat des femmes en termes de quotas. Je vois ça en termes d'abord de développement, d'émancipation. Si nous pouvons avoir une politique qui permet avoir les filles d'aller à l'école, de faire en sorte qu'elles puissent avoir des niveaux d'éducation poussés, forcément, à compétences égales, elles peuvent faire valoir leurs preuves. C'est une question de mérite. Et donc, c'est une politique qui doit intégrer ces ensembles-là. Maintenant, parlant un peu, pour ne pas monopoliser, puisque ce n'est qu'une introduction, en parlant des élections, vous avez donné des statistiques. Mais ça, c'est une évolution naturelle des sociétés. Ce n'est pas un mérite. De tout temps, il y a eu, à ce que je sache, depuis l'avènement de la démocratie, les féministes ont toujours cherché à vouloir faire croire qu'il y a une femme candidate pour le symbole. Ça ne doit pas être un symbole, ça doit être un mérite. Les femmes, c'est des leaders d'opinion, qu'elles se battent à travers les associations, les partis politiques, à être des chefs des partis politiques, à imposer par leurs compétences et leurs projets de société. Et ce qu'elles ont pu faire, elles peuvent valoir demander
demander le pouvoir suprême, qui est la magistrature, qui fait de quelqu'un le président ou la présidente de la République. Maintenant, moi, pour m'arrêter, je crois que tout le monde doit s'interroger sur ça pour dire que ce n'est pas un combat qui est pris d'une volonté politique, mais c'est tout simplement une volonté occidentale qui est imposée à nos pays africains. Voyez-vous, dans les élections, vous avez dit, il y a 51% de notre population qui est femme. Ce sont nos mamans, nos sœurs, nos filles. Mais quand elles vont aux élections, la seule femme qui va aux élections, elle n'arrive même pas à avoir 1%. Alors, ça veut dire qu'elle ne bénéficie même pas des votes des femmes. Donc, ça veut dire que le problème n'est pas une question d'opposer l'homme à la femme. C'est une question que la société, même aujourd'hui, elle n'est pas mûre pour donner une certaine responsabilité à la femme. Parce que la responsabilité, c'est mérite. Et l'Occident, on impose la parité parce qu'ils ont atteint un certain niveau d'éducation égale. Chez nous, ce n'est pas le cas. Maintenant, se torpiller à travers des histoires de mariage précoce, même si ce n'est pas le débat, pour essayer de nous amener à faire croire que, alors qu'il y a des pesanteurs qui font que les femmes n'ont pas accès alors aux postes de responsabilité. Moi, je m'inscris en faux. Je pense que le débat de fond est occulté. Nous allons y revenir. Nyanya Sen, Monsieur Issaka Oudim pense qu'il n'y a pas de discrimination au Mali qui peut être à l'égard des femmes. Et il pense également que c'est une approche occidentale, pas une approche des femmes maliennes elles-mêmes. Bon, ce que je peux dire, d'autant plus qu'il vient de le dire, que les filles comprennent le mariage précoce comme prétexte. Mais moi, je peux dire que c'est vraiment une réalité, c'est un obstacle par rapport à tout ce qu'on est en train d'observer. Si une fille doit aller à l'école pour mériter, donc, et lui, il est en train de parler, donc il faut qu'on la laisse vraiment évoluer dans l'éducation. Donc, si le cas n'est pas là, on va toujours rester là où lui. Mais est-ce que vous confirmez qu'il n'y a pas de discrimination au Mali? Je veux dire que sur le plan académique, comme il a dit, il n'y a pas de discrimination. D'autant plus qu'on voit les postes qui sont occupés par les hommes que par les femmes. Souvent, on voit qu'il y a des anomalies par rapport à quoi, quand il y a, par exemple, avec les concours de fonction publique, si on demande vraiment d'avoir 100 personnes, on saura qu'il n'y a que 30 femmes qui ont vraiment accès à ces niveaux-là. Et que si on doit prendre en général, c'est que les hommes dominent plus que les femmes. Donc la responsabilité, c'est qu'ils vont prendre plus de femmes plus d'hommes que les femmes. Et on peut voir vraiment une discrimination positive en ce sens pour dire que si c'est 30 femmes qui ont vraiment suivi l'éducation jusqu'à ce terme-là, si elles méritent vraiment de voir ce côté discrimination positive, vraiment de les placer au lieu de prendre que 70 hommes et contre les 30% qui ont déjà fait les mêmes études, on peut voir vraiment la réalité par rapport à ça pour au moins donner la chance à ces 30%, à ces 30-là, d'évoluer avec 30 hommes. Et qu'on peut, ça, c'est un point d'égalité. Et puis de choisir d'autres hommes qui vont vraiment aller dans les mêmes proportions. Restons dans le cadre de l'accès des femmes au niveau des candidatures et postes de responsabilité. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'il y a une discrimination à ce niveau ou pas? Là, je peux dire que il n'y a pas de discrimination. Il n'y a pas de discrimination. Où se situe le problème alors? Le problème, c'est que on a eu à chercher pourquoi les femmes ne sont même pas nominées. Et on est parti voir le gouvernement en son temps pour dire que vraiment il n'y a pas de femmes. D'autant plus qu'on a dit les 30%, il faut que le gouvernement même respecte d'abord les 30%. Mais ils disent que dans les partis politiques, quand ils demandent de donner les noms des femmes, eux, ils n'arrivent pas à donner de femmes cadres. Et là, ça a un problème. Et par rapport à ça, nous, on a notre répertoire de femmes cadres qui peut vraiment valoir à ce que nous, on demande que les 30% soient vraiment respectés ou que les partis politiques disent que je n'ai pas de femmes cadres. Donc, on peut aller puiser dans ce répertoire-là pour voir vraiment les femmes qui sont vraiment méritantes de les prendre. D'accord. Madame Sidibé Aminata Diallo, êtes-vous d'accord avec Nyanya Sen qu'il n'y a pas de discrimination concernant l'accès des femmes aux candidatures et postes de responsabilité au Mali? Non, je pense que la Constitution nous donne à tous, hommes et femmes, les mêmes droits. Moi, ce que j'aimerais... Donc à ce niveau, où se situent les blocages? Pourquoi les femmes... Les blocages, c'est d'abord au niveau de l'école. Vous savez, maintenant, on observe dans les classes, déjà, l'accès des filles.
et le maintien des filles dans le long terme dans le système scolaire. Et ça, c'est important pour nous. Parce que s'il y a absence de cadre, comme on le dit tout de suite là, cela vient d'abord de l'école. Donc c'est la résultante de ce que nous trouvons à la sortie du système scolaire. Moi, ce que je voulais vous dire, quand on a dans une population un faible nombre de femmes dans les postes décisionnels, vous savez, la résultante de cela, ce sera quoi? Ce sera dans la question du développement. Le développement viendra, à mon sens, quand on aura cette participation égale des hommes et des femmes dans la recherche de la richesse, dans le travail, dans les postes, etc. Quand on aura pu réaliser ce fait, le développement y viendra dans nos pays. Et jusqu'ici, ce que vous constatez, c'est que nous avons encore ce faible nombre de femmes dans les espaces où ces femmes doivent se trouver. Et donc là, toute la question, elle est là. Comment faire pour que demain, nous rattrapions ce retard? Parce que nous sommes en retard, il faut le dire. Nous sommes un pays à faible revenu, un pays qui se développe. Mais un pays, alors, qui a besoin que hommes et femmes participent à parts égales. Et c'est ce qui est aujourd'hui la problématique centrale. Comment faire pour que dans notre pays, les femmes puissent être là, dans les postes, qu'il s'agisse des postes électoraux, des mandats électoraux, comme des postes nominatifs? Toute la question, elle est là. Donc, est-ce que vous pensez, Madame Sidibé, que le problème se situe juste au niveau de l'éducation? Est-ce que si on avait des femmes qui avaient accès à l'éducation... C'est le point de départ. Nous avons encore une masse critique de femmes. Près de 60% de femmes qui n'ont jamais eu accès à aucun système, ni dans l'alphabétisation, ni à l'école. C'est-à-dire que le système classique à l'école. Donc, on a ce gap qui est là. Et tant qu'on n'aura pas déjà comblé ce manque dans le système scolaire, on ne pourra pas travailler sur la question de l'autonomisation des femmes. Alors, Mme Sidibé, qu'est-ce qui bloque cela? Est-ce que ce sont les familles, les parents, les maris? Oui, mais il y a les pesanteurs sociales, mais ces pesanteurs pèsent, on les sent moins, parce que la société malienne évolue. Parce que cette société accepte maintenant que les femmes soient aux côtés des hommes pour compléter le travail que les hommes font. Et ce n'est pas une histoire de nous sommes dans la question du féminisme, non. C'est de voir comment les femmes peuvent être là auprès des hommes, comme on dit en Bambara, la question, elle est là-bas. D'accord. Monsieur Moussa Guindo pense également que les pesanteurs sociaux, de façon générale, sont le principal blocage, c'est ça? Non, effectivement, elle a si bien dit, même par rapport au texte, par rapport à la Constitution, il n'y a pas de discrimination. Mais le pesanteur social, ça pèse sur les femmes aujourd'hui. Et notre culture, je vous donne un exemple tout de suite. Mon voisin et moi, nous quittons tout de suite ici, nous nous rendrons à la maison. La première chose à faire, c'est de débarbouiller, aller à la mosquée, ou aller causer avec des amis, ou écouter les informations. Elle rentre tout de suite à la maison. C'est pour s'occuper des enfants, des ménages. Et après ça, il y a un fossé. Et maintenant, on veut combler ce fossé-là entre les hommes et les femmes, qu'on se complète. Et la réalité aussi, le Mali est signataire de beaucoup de conventions qui n'a pas fait de réserve. Et ces conventions doivent être harmonisées avec nos textes au niveau national. Et avec tout ça, c'est juste des instruments qui peuvent nous aider à booster un peu la représentativité des femmes au niveau des postes de décision. Je suis très ravi aujourd'hui que mon voisin d'à côté dit aujourd'hui que la compétence c'était un acquis aujourd'hui au niveau des femmes. Mais quand nous essayons de voir, de maintenir les jeunes filles à l'école par rapport à l'accès à l'emploi, d'avoir un quota au moins que la femme puisse s'affirmer. Et en plus de ça, pour des postes de responsabilité, comme je vous ai bien dit, il y a une loi aux élèves qui facilite cela. Je pense que c'est des mécanismes qui sont déjà en cours. Il faut maintenant conscientiser, sensibiliser, former les femmes. Nous allons revenir à cette question de formation. Voilà. Mais déjà, la gestion équilibrée de la vie privée et de la vie publique est-elle un défi pour les femmes maliennes? C'est un défi. C'est un défi parce qu'aujourd'hui, il faut se rendre compte de la réalité. Parce qu'aujourd'hui, toutes les femmes sont conscientes de la gravité de la situation. Il faut s'armer pour au moins, comment on appelle, affronter ces problèmes au niveau culturel. Et en plus de ça, nous avons dit, chaque fois on le répète, la femme n'est pas
comme on a fait, d'adversaires des hommes, on se complète. Et dans la complémentarité, je pense que chacun peut aller dans le développement du pays et dans son domaine. Et voilà, pour dire qu'il n'y a pas comment on appelle, de rivalité entre hommes et femmes, il n'y a pas de vie privée ou de vie publique pour tout, mais chacun doit jouer son rôle dans sa religion, dans sa culture et dans sa personne même, dans sa famille. D'accord. Avant de vous donner la parole, M. Issa Kaoudim, Mme Nyanya Sen, pouvez-vous nous expliquer, nous donner quelques exemples des difficultés que les femmes rencontrent dans la gestion équilibrée de la vie privée et la vie politique publique? Je vais dire la vie privée, comme on l'a dit, d'autant plus qu'on vit dans une société, donc on a des vies privées. Et si jamais la personne qui veut vraiment faire de la politique, comme on est en train de voir par rapport aux femmes, on voit que c'est ta vie privée qui est sur la place. On dit la femme est telle chose, parce qu'elle s'est présentée comme vraiment candidate par rapport aux élections. Donc en ce moment, on va confondre même ta vie politique et ta vie privée pour en faire une. Or, c'est hors de là. C'est hors de là. La vie politique, ça n'est un autre pour avoir accès vraiment au pouvoir. Et être là aussi dans sa vie privée, ça c'est autre chose. Mais au Mali, vraiment, quand une femme se met sur place pour parler vraiment de la politique, c'est ta vie privée qu'on va viser en première avant de reconnaître que vous avez vraiment des talents pour être vraiment candidat. Ça, c'est dehors. Et au sein de la famille elle-même, avec le mari, avec la belle famille, comment est-ce que les femmes arrivent à gérer, par exemple, les réunions des partis politiques qui prennent fin souvent tardivement et se comprendre avec leur mari, par exemple? Ce n'est pas toujours facile, comme on est en train de voir. Et je crois que c'est la famille d'abord qui doit te faire confiance. Si vraiment on veut être dans la vie politique, il faut que ta famille ait confiance en vous d'abord. Que ton mari en premier accepte que tu sois avec ces hommes-là dans les heures tardives, comme il est dit. S'il peut même t'accompagner pour que tu puisses vraiment être là où on doit prendre des décisions. Donc la famille doit te soutenir d'abord. La femme doit être vraiment prête à convaincre sa famille d'abord pour aller vers la politique. On doit commencer dans la famille et puis l'entourage va suivre vraiment ce qu'on est dans la famille. D'accord. Issa Kaoudim, vous êtes d'accord que cette gestion de la vie privée et de la vie publique est un véritable défi pour les femmes? Bon, moi je relativise. Je ne suis pas dans cette logique vraiment, vouloir de me répéter, vraiment occidentale de l'approche. Toutes les sociétés ont des règles. C'est sur la base de leurs valeurs sociétales, là se repose tout le reste. Le développement, c'est un ensemble. Donc, vouloir confiner les gens à une logique occidentale de la femme, je crois que c'est une erreur. Les femmes qui ont eu la chance, si vous me laissez parler... Juste une petite question. Est-ce une réalité réellement occidentale? Pourquoi les hommes peuvent sortir, participer à des réunions, même à des heures tardives, et pas les femmes? J'allais expliquer. Allez-y. Vous savez que l'enseignement, ici, on l'assimile seulement à l'enseignement classique de l'Occident. Ce n'est pas le seul accès à la connaissance. Il y a des gens qui ont des doctorats en théologie, femmes comme hommes, dans des domaines des religions. C'est des intellectuels avérés dans leur domaine de compétences. Mais l'enseignement classique est la référence. C'est le référentiel pour dire qu'on est un intellectuel, qu'on a bac plus 3, etc., etc. Donc ça, c'est d'abord une erreur. Deuxième erreur, c'est de vouloir croire que femme occidentalisée, entre guillemets, qui travaille dans l'administration, qui a un diplôme universitaire, alors cette approche n'est pas la femme rurale, n'est pas la femme qui a une éducation religieuse. Le Mali, c'est la femme, elle n'est pas seulement d'un seul milieu. Et quand vous avez parlé du problème de l'accès au poste de responsabilité. Et aux candidatures. Bon, moi, je vais terminer avec ça. Les postes de responsabilité ne se limitent pas seulement aux postes politiques. Parce que le poste politique... Non, pas, ça c'est vrai, mais au cours de ce débat, nous sommes en train de parler... Mais on avait dit dans l'introduction, il n'y a pas de discrimination. Dans les postes administratifs, que vous soyez juge, que vous soyez docteur, que vous soyez psychologue, etc., l'administration ne regarde pas le sexe. C'est la compétence. Vous êtes malien, point. Ou malien. Je crois qu'on a fini cet aspect. Maintenant, ce qui est venu, la loi qui a été votée, les 30%, on voulait même 50%.
Mais le problème, je ne vais pas faire l'historique de ce débat, mais ce 30% n'est pas une loi réfléchie malienne. Justement, on en parlera au cours de ce débat. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont derrière, si vous me laissez finir. Parce que vous ne voulez pas que je parlera de cette loi, on va aller étape par étape. Monsieur Moussa Guindo, est-ce que vous êtes d'accord avec Issa Kaoudim que le problème est occidental? On veut amener une culture occidentale au Mali, non, par pas exemple. amener, imposer. Imposer. Sinon, c'est sa vision, loin de ça, il n'y a pas d'occidentaux parmi nous ici, nous sommes tous des Maliens. Et la réalité aussi, elle est malienne aussi. Et nous disons ce qui va dans le sens du développement de la femme. Et la cohabitation, la femme et l'homme est très claire, c'est dans notre culture. Et nous sommes dans un État laïque. Et je pense qu'aujourd'hui, question d'occidental, parce que nous on a eu la chance d'aller à l'école des Blancs, ça ne veut pas dire que nous sommes des occidentaux, c'est tout ce que je vous dis, tout ce qu'on prend comme convention, comme ratification de ces instruments-là, c'est déjà réfléchi et avec notre milieu naturel pour au moins de ne pas aller heurter, parce que le Mali est un grand pays et il y a beaucoup de populations, il faut respecter la part de tout un chacun. Et la réponse aujourd'hui, donner la force à la femme, n'est pas pour rivaliser d'autres choses, mais la réalité, il faut que nous comprenions pour parler dans le cadre de la République laïque, de considérer toute la population comme malien et droit à mettre dans la religion, à comment on appelle, ses préoccupations, ses occupations. Et aller même à la politique avec la religion, c'est au Mali qu'on apprend. Sur la politique, la religion doit être loin de la politique. Et aujourd'hui, le thème est tellement très clair, c'est voir réellement quel positionnement donner aux femmes. Et elle a dit, c'est une question de compétence, lui-même il a reconnu. Et aujourd'hui, c'est un acquis. Mais comment les aider à remonter la pente? On est à ce niveau. On est à ce niveau. Justement, écoutons certains Maliens qui vont réagir à ce sujet. Est-ce qu'ils pensent que les femmes sont compétentes pour pouvoir assumer des postes de responsabilité? Compte tenu de la situation politique actuelle et compte tenu de la situation critique que nous vivons, peut-être c'est un frein aux candidatures féminines. Il n'y a pas eu beaucoup de candidatures, à mon sens. Elles peuvent faire mieux. Je crois qu'on peut les aider. J'estime qu'il y a assez de compétences de femmes, des femmes leaders, tant sur l'échiquier politique qu'ailleurs, qui auraient pu être plus visibles sur la scène. Mais malheureusement, même au sein des partis politiques, nous voyons qu'elles sont juste là comme plus accompagnatrices, celles qui font l'élection des futurs présidents. Mais elle-même, elle n'occupe pas le devant de la scène. Nous ne disons pas qu'une femme n'a pas la capacité intellectuelle à diriger le pays, mais nous pensons que les mentalités ne se prêtent pas à ça pour le moment. Nous leur demandons de rester en marche de la course présidentielle. Les femmes ne sont pas encore prêtes pour diriger le pays. Je pense qu'il est préférable qu'elles continuent d'aider leurs maris dans leur quête de pouvoir. Ainsi, nous aurons une vie familiale épanouie. Les femmes ne sont pas encore prêtes. C'est ce que... Mais moi, je suis le discriminé ici, on ne me donne pas la parole. Vous aurez la parole, vous aurez la parole tout de suite, Nyanya Sen. Oui, pour dire que les femmes ne sont pas encore prêtes pour être sur le devant de la scène, moi je vais dire que c'est une conviction politique. Si on veut être vraiment présidente de la République, c'est la conviction que je suis d'abord. Il faut que moi je sois vraiment prête intellectuellement, sur tous les plans pour dire que je vais être présidente. Je crois que les femmes sont vraiment prêtes. Peut-être qu'il n'y a pas eu de femmes... qui est en train d'envisager... Elles ont confiance en elles-mêmes. Bien sûr, pourquoi pas? Pourquoi pas? D'autant plus que si vraiment c'est une femme, peut-être que la situation qu'on est en train d'assister... Est-ce qu'elles se soutiennent? Elles se soutiennent. Pourtant, Issa Kaoudim a dit au début du débat que s'il y a une femme candidate, par exemple, le nombre de votes qu'elle va avoir, ça donne à réfléchir. Oui. La femme candidate, personnellement, le conseil consultatif est parti vraiment la voir. Parce qu'on la voit venir. Nous-mêmes, on s'est dit que, elle est venue, elle dit qu'elle est de la société civile, d'autant plus que nous, on est là depuis. On ne l'a pas vue sur la scène. Et elle se présente comme future présidente. On est parti vraiment la voir. Si vous vous présentez comme vraiment une candidature féminine, donc nous, on a le droit de venir vous voir.
qu'est-ce que vous voulez concrètement par rapport à ça, si vous n'êtes pas aussi, comme on est en train de dire, instrumentalisé par vraiment les politiques pour que on voit que seulement qu'il y a une figure de femme parmi eux. Comme l'a dit oui, l'intervenant tout de suite. Donc on est parti vraiment la voir par rapport à ça pour l'accompagner, pour que les femmes du Mali puissent vraiment l'accompagner et si vraiment elle est dans cette dynamique. Donc, on a vu que son entourage, elle-même son entourage est un peu fade. D'autant plus qu'ils disent qu'ils n'ont jamais fait de la politique. Ils viennent sur la scène politique sans vraiment une base. C'est déjà un problème. C'est déjà un problème. D'accord. Madame Sidibé Aminata Diallo, vous êtes ancienne ministre et candidate à la présidentielle de 2007. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre ambition politique et des difficultés que vous avez rencontrées? Oui, comme je vous l'avais dit à l'époque, c'était quand même une audace, vous le savez. Mais j'aimerais quand même peut-être revenir en arrière pour parler de ce que vous avez dit comme défi. La femme en tant que défi qui affronte une société qui est patriarcale, c'est-à-dire une société où les hommes sont dans tout, enfin là où il faut diriger. C'est de vous dire qu'à la fois, il faut affronter 3 défis pour une femme. Être mère, être épouse, être peut-être souvent agent économique, ou souvent agent politique, être dans la politique. Vous voyez tout ce que c'est? Et dans la vie privée, vous savez aussi tout ce que nous relevons comme défi au plan familial, etc. Donc c'est tout ça qui, rassemblé, fait que la femme vit dans des difficultés énormes pour aller à cette question de son insertion dans la vie politique, de son insertion dans les sphères de responsabilité. Vous dire aussi que oui, c'est certes encore, pour la société malienne, encore une fois, on paraît comme une figure étrange, enfin, comme un étranger au milieu de ceux-là qui se battent, qui sont les hommes. Mais ceci dit, ce que j'ai envie de dire, parce que je ne sais pas si c'est là qu'il faut que je conclue, tant que nous n'aurons pas comblé ce gap, c'est-à-dire qu'il faut que les femmes aussi soient mises au travail, parce que la question, c'est le développement, en finalité. Comment faire que ce développement vienne dans ce Mali? Il ne viendra pas dans le Mali tant que la part qui est occupée, qui est non occupée encore par les femmes, tant que cette part-là, elle n'est pas prise en compte. Est-ce que vous voyez? Quand on regarde la question sociétale, laissons de côté le politique, mais encore une fois, comment y arriver, comment gommer les difficultés au plan des pesanteurs, comme vous l'avez souligné tout à l'heure? C'est que l'école, doucement, l'école fera ce travail. C'est-à-dire que la femme qui est inscrite à l'école, qui pousse ses études, aura un grand rôle dans la société, aura un grand rôle dans la famille, qui consistera d'abord à éduquer les enfants, d'abord à changer les mentalités. Parce que la question du Mali, ici aujourd'hui, c'est la question de comment faire bouger les mentalités. Donc vous pensez que les femmes ne bénéficient pas d'une formation qui puisse les permettre d'accéder aux candidatures et aux postes de responsabilité? Non, je ne le dis pas ainsi. Je veux dire qu'il y a d'abord le fait que sa place dans la société, sa place en tant que gardienne des traditions, sa place en tant que femme qui est là, mais qui ne peut pas se mêler, qui ne peut pas tout faire, qui ne doit pas tout dire. Il y a cette société qui conserve encore la femme. C'est une société conservatiste, la société malienne. Donc tout cela fait que, même si nous, les femmes aujourd'hui, nous avons envie d'y aller, beaucoup de femmes souhaiteraient être candidates. Mais regardez tous les freins qui empêchent les femmes d'être candidates. D'abord, la masse financière qu'il faut mettre de côté. Justement, aussi... Madame Sidibé, voilà. Est-ce que les structures, est-ce que les bailleurs font suffisamment confiance aux femmes au point de financer leur campagne? Vous avez été candidate à la présidentielle de 2007. Certainement, il faudrait que les mentalités aussi bougent du côté des bailleurs. Sachant qu'une élection majeure arrive, c'est à eux de savoir quelles sont les faiblesses de cette élection. Les faiblesses, c'est que les femmes sont encore tenues à l'écart. Pourquoi? Sont tenues à l'écart parce que, comme je vous l'ai dit, ce qui permet de faire une élection, premièrement, c'est aussi ce que les hommes ont et les femmes n'ont pas, c'est-à-dire les possibilités financières. Mais est-ce qu'elles ont les compétences nécessaires? Non, les compétences, souvent, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup ici au Mali aujourd'hui qui pourraient jouer ce rôle.
beaucoup. Mais les freins, les blocages sont là. Et aussi, il y a le non-encouragement du monde politique, même si la parité est là. Justement, avez-vous fait face à des résistances ou à des pièges de ce genre? À l'époque, si. Pouvez-vous nous en parler? Si, mais je n'aimerais pas trop en parler, mais je veux dire, au niveau du parrainage, déjà, le parrainage était très compliqué. Parce qu'il y avait déjà une organisation qui était là, qui ne permettait plus de présenter une candidature, quelle qu'elle soit. Donc, il y a une organisation qui bloque déjà les femmes qui ont envie d'aller dans les élections. Quand on regarde la question dans la députation, on aimerait bien que ce quota-là, prochainement, soit respecté pour que le nombre de femmes députées à l'Assemblée nationale augmente. Mais est-ce que le blocage qui est là, il y a beaucoup d'hommes qui souhaiteraient que les femmes participent, mais il y a toujours ce frein d'une population, une certaine population masculine qui encore bloque les femmes. Il faut le dire, il faut dire les choses comme elles sont. Les femmes elles-mêmes? L'opinion publique générale est favorable aux femmes. Et là-bas, moi, je félicite les hommes. À l'époque, quand je me présentais, les hommes m'ont beaucoup encouragé. Le courage que j'avais, il était lié au fait que les hommes étaient là derrière, qui me poussaient. Les femmes étaient déjà là. Mais si vous avez les hommes aussi qui sont fiers de montrer que dans le Mali, on peut aussi présenter une femme au milieu des hommes, ça leur faisait plaisir. Et c'est là-bas que je les félicite, tous les hommes du Mali, enfin mes compatriotes hommes. D'accord. Oui, voilà, je me tais. Issa Kaoudjim, que dit la religion à ce sujet? Moi, je pense qu'on met la religion entre parenthèses. Oui, parce qu'il y a une confusion. En réalité, on ne fait pas la politique pour le plaisir. Je crois que c'est un problème de projet de société et de compétences. Mais éclaircissez si vous me laissez parler, concernant je vais essayer de développer mes idées. Vous m'arrêtez chaque fois. Allez-y. La politique, ce n'est pas du plaisir. Ce n'est pas une question de femme, homme, on vous encourage. Non. Vous êtes une femme, vous êtes compétent, vous avez créé un parti politique, vous arrivez à vous imposer à ce parti, vous avez un projet, vous avez alors une compétence avérée, vous avez aussi des ressources humaines qui vous accompagnent et on sait que vous n'êtes pas un dindon de la face, vous n'êtes pas du décor, c'est sûr que les lignes vont bouger. S'arrêter vraiment de se victimiser. Le problème, c'est que ce n'est pas réfléchi malien. Ce n'est pas le problème de la réflexion. Nous n'avons pas une autonomie de pensée. Parce que nous essayons toujours de voir notre société avec ses cultures comme des pesantaires. Moi, je suis allé aux États-Unis, c'est l'inverse. C'est-à-dire que chaque problème que vous avez, et on vous dit le problème est là, transformer ça en une opportunité. Notre société n'est pas seulement que tout ce que nous avons est mauvais. Quand on parle de la femme, l'éducation des enfants à la maison, il faut valoriser. Si tout le monde va au bureau, mais les enfants seront livrés à eux-mêmes. Nous voyons aujourd'hui les conséquences. Vous avez des filles de 12 ans, 13 ans, vous m'excusez l'expression, qui, entre eux, juste pour comprendre, est-ce que les femmes doivent rester à la maison dans ce cas? Je ne dis pas de rester pour rester. On reste pour une raison bien déterminée. Vous avez des hommes qui ont une compétence, qui travaillent, qui sont des diplomates, qui bougent. Mais si sa femme aussi travaille et que ces enfants-là n'ont pas quelqu'un qui est formé, qui a vraiment la moralité qu'il faut pour encadrer ces enfants-là, si vous les laissez entre les bonnes et les boys, mais c'est bonjour, bonsoir les dégâts. Donc l'homme et la femme ne peuvent pas tous les deux travailler ensemble. J'ai dit seulement qu'il faut réfléchir par nous-mêmes. Dans notre société, nous avons une société c'est-à-dire que multiculturelle. Nous avons des sociétés, une femme ne peut jamais lever la voix, aller voir le chef patriarche que moi je vais être président. Nous avons ça dans ces zones ici. Ça ne se change pas par des décrets. Mais c'est tout simplement un développement. Le développement des filles, encourager l'éducation des filles, j'insiste là-dessus. Et de faire en sorte que l'État crée des conditions que chaque femme qui va à l'école ait une fierté pour le Mali. Et c'est en cela que nous allons de l'avant. Mais chaque fois dire que non, ce sont les religieux qui s'opposent, ce sont les religieux qui n'aiment pas, ce sont les religieux qui... Justement, qu'est-ce que la religion dit par rapport à ça? La religion dit que la femme et l'homme sont complémentaires. Ça, il n'y a pas... Maintenant, la question aujourd'hui, c'est une question d'éthique et morale. Moi, en tant qu'imam, ma femme, si elle a bac plus 8, je vais laisser ma femme aller faire une réunion de parti politique à 3h du matin? D'accord. Alors, c'est ça la question culturelle. Pourquoi? Parce que, moralement, ça pose préjudice à mon statut. Eh bien, vous êtes imam, vous allez dire aux gens, alors l'éducation, on dit que mais votre femme, même à 3h du matin, est en train de faire des réunions. À votre statut et au statut de votre femme,
Mais la question, c'est une complémentarité. Vous acceptez de vivre ensemble parce que, dès le départ, il y a un consentement mutuel. N'essayez pas de ramener à la vision occidentale. Si monsieur accepte de marier madame, c'est parce que madame a accepté que ce monsieur est un imam. Et s'il a accepté de marier un politicien, il sait que ce politicien il peut rentrer à 4h du matin, c'est un choix. Donc il faut renvoyer ça à une question de choix. Si vous acceptez de vous mouiller à la politique, il faut avoir le dos large. Si vous acceptez d'être religieux, il faut rester religieux. Maintenant, mon frère et puis l'éminent juriste magistrat a dit que c'est au Mali qu'on voit les religieux faire de la politique. Moi, je me porte à faux. Aux États-Unis, qui est le pays le plus politique, mais les religieux font de la politique. On ne peut même pas faire la politique aux États-Unis si vous n'identifiez pas quel est votre statut religieux. Restons au Mali. Non, c'était juste un exemple pour essayer de dire que je me porte à faux. Maintenant, pour me résumer et donner la parole, je pense que aujourd'hui, le Mali a un problème de développement. Le développement, c'est un ensemble. Ce n'est pas seulement alors voir l'aspect de dire que alors il faut faire la promotion de la femme dans une rhétorique de traités qui ont été signés, qu'il faut appliquer. On ne pourra pas appliquer par des décrets. La société, elle évolue. En évoluant, l'évolution se fait graduellement. Avec aussi consentement mutuel. Que pensez-vous de cette analyse de Issa Kaoudim? Bon, comme il vient de le dire, c'est une conviction, c'est un choix. D'autant plus qu'il lui se voit dans la posture de l'imam, donc c'est la manière dont lui voit les choses. Et nous, en tant que, si on veut que les femmes soient vraiment développées, soient sur les scènes de décision, nous, on pense qu'on doit aller au-delà de ça. On doit aller au-delà de ça et que les femmes puissent vraiment être là où les hommes sont, même si c'est à des heures tardives, pour vraiment faire de ce que les hommes sont en train de faire, d'être là, comme il a dit, de ne pas les accompagner. S'ils disent que les décisions politiques doivent se prendre à 3h du matin, si tu as la vocation, comme il a dit, être vraiment dans la politique, il faut se plier à ça. Vous pensez que les hommes sont jaloux, égoïstes? Bon, cela va de soi. Cela va de soi. Comme quand je disais, il faut d'abord convaincre son mari pour qu'il t'accompagne. Si le mari n'est pas là pour t'accompagner, c'est à toi de voir. Si vraiment c'est ta conviction d'aller vraiment vers la politique, c'est que peut-être que vous n'avez pas les mêmes visions, comme il a dit dès le début. Donc en ce moment, il y aura des problèmes dans la famille. D'accord, beaucoup de choses à dire. Il ne nous reste que 3 minutes. Nous allons parler des textes maintenant. Alors la loi 052 de 2015, monsieur Moussa Guindo, qui prévoit un quota de 30% pour les femmes dans les postes nominatifs et électifs, n'est-elle pas contre-productive, parce que le risque est de mettre des femmes sur des listes juste pour compléter ou respecter le quota? Non, ce n'est pas l'objectif, c'est une loi, il faut respecter. Ce n'est pas l'objectif, mais est-ce qu'elle n'est pas contre-productive dans ce sens? Non, elle n'est pas contre-productive, parce que la loi a déjà donné des retombées par rapport aux élections municipales. De 9%, on se retrouve à 25%, comme on l'a si bien dit. Et c'était une loi qu'on est en train de revoir comment informer davantage, préparer les femmes pour faire respecter cela, parce que c'est une question de positionnement sur les listes. Donc vous pensez que c'est la mesure qu'il faut aujourd'hui? Voilà. D'accord, Madame Sidibé Aminata, pas assez de temps. Madame Sidibé Aminata Diallo, vous, est-ce que vous pensez que cette loi n'est pas contre-productive, comme le pense Monsieur Guindo? Parce que vous avez vu qu'elle a été utile. Elle a été utile en ce sens que vous avez vu le progrès fulgurant qu'on a fait au niveau des municipales, et ce progrès-là, il va continuer aussi dans les prochaines législatures. Mais est-ce que certains responsables des partis politiques n'utilisent pas ça pour juste compléter leur liste, pour pouvoir montrer également que les femmes ne sont pas compétentes? Rien à faire, rien à voir. On n'est pas des compléments d'effectifs. Il faut voir toujours la question en termes de progrès social, en termes de participation. D'accord. Et jusqu'ici, cette participation, elle était en deçà de ce que nous avons aujourd'hui. Madame Nyanya Sen, est-ce que des gens mal intentionnés n'en profitent pas pour montrer que les femmes ne sont pas compétentes? C'est ce qu'on est en train d'éviter, d'autant plus que... Comment? On a vu que les 30% sont déjà là. Bon, ce n'est pas un acquis, mais on a 27% pour les communales passées. On est en train vraiment de renforcer ces dames-là qu'on a déjà mis sur les listes, même si on dit qu'ici,
c'est des gens qui sont vraiment déjà dans la politique, mais il faut vraiment les renforcer pour qu'elles puissent vraiment être là où elles doivent être, qu'elles ne soient vraiment pas, comme on l'a dit, des compléments des listes. D'accord. Issaka Oudjim, pensez-vous que c'est cette loi la solution? Mais ce n'est pas la loi, c'est ce que la loi peut apporter. Est-ce que 27%, ça a eu un effet positif sur l'émancipation et l'apport des femmes? Est-ce que 30% suffira? Non, ce n'est pas. Même si les femmes peuvent amener à par compétence 70%, c'est de bonnes guerres. D'accord. Il n'y a pas de problème contre les femmes. C'est une question. Juste 10 secondes. Voilà. L'émancipation des femmes, là, c'est depuis Beijing on a évolué. D'accord. Et on a une politique. 10 secondes s'est écoulé, on aura d'autres occasions pour en parler. Élection, accès des femmes aux candidatures et postes de responsabilité, c'était le thème du grand dialogue de ce soir. Nos invités, Nyanya Sen, présidente du Conseil consultatif des femmes, Madame Sidibé Aminata Diallo, ancienne ministre et candidate à la présidentielle de 2007, Issaka Oudjim, chargé de communication du Haut Conseil islamique, et Moussa Guindo, magistrat et conseiller technique au ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. À la régie audio, Salim Diouara, régie vidéo assurée par Mamadou Ouattara. Je suis Mohamedou Touré. À demain pour un prochain numéro du Grand Dialogue de Studio Tamani. Merci. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue de l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio.